Donc question 5. Donc là, c'est un tableau de synthèse. Alors, vous m'excuserez, hein, il est sur deux feuilles, mais vous l'avez, la mise en page est meilleure sur le support élève que vous avez. Donc, alors on va remplir le tableau avec, on va dire, les points communs et les différences, enfin, les caractéristiques des différentes solidarités. Donc, parce qu'en fait, on a dit énormément de choses à travers les questions précédentes. Donc, d'abord, la solidarité mécanique. Elle est spécifique aux sociétés traditionnelles. Il y a aussi de la solidarité organique dans les sociétés traditionnelles, mais c'est très très réduit. Voilà. Il y a des activités, il y a des gens un petit peu spécialisés quand même, mais c'est voilà, c'est juste pour que vous vous disiez pas, il y a que de la solidarité mécanique d'un côté, que de la solidarité organique de l'autre. C'est mélangé, mais il y a une dominante. Dans les sociétés traditionnelles, la dominante, c'est la solidarité mécanique. Alors que dans les sociétés modernes, la dominante est la solidarité organique, dont on a donné une définition dans les questions. Ensuite, quel est le rôle de la conscience collective dans la solidarité sociale? Est-ce qu'elle est importante ou faible? Est-ce que le rôle est important ou faible? Alors, dans la solidarité mécanique, la conscience collective joue un rôle très important. Pourquoi? Parce que c'est la conscience collective qui garantit que les gens ont des points communs. Parce que cette conscience collective sanctionne les écarts aux règles de la société. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous transgressez les règles dans une société traditionnelle, vous êtes sanctionné durement parce qu'il faut respecter les normes et les valeurs. C'est la conscience collective qui vous sanctionne. C'est les autres gens qui pensent la même chose que vous, qui vous voient transgresser la règle et qui vous rappellent à l'ordre. D'accord? Et donc la conscience collective joue un grand rôle parce qu'elle force les gens à être semblables les uns aux autres. Et donc, c'est ce qui va les rendre solidaires. Donc, je ne vais pas me répéter, mais on l'a déjà dit tout à l'heure. C'est parce qu'on se ressemble qu'on est solidaire. Et donc, pour qu'on se ressemble, il faut qu'on partage les mêmes normes et les mêmes valeurs. Et pour qu'on partage les mêmes normes et les mêmes valeurs, il faut qu'on soit sanctionné si on s'écarte de ces règles. Et on est sanctionné par la conscience collective. Dans la solidarité organique, la conscience collective joue un rôle très faible. À mesure que les sociétés modernes se développent, la conscience collective se réduit. À la place, la solidarité va être assurée par la division du travail, qui va permettre une interdépendance entre les individus. Ok, une complémentarité. Bah justement, on y vient. Rôle de la division du travail social dans la solidarité sociale. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est faible? Donc dans la solidarité mécanique, la division du travail social joue un rôle faible. Euh, Elle est quasiment inexistante. Les individus sont peu spécialisés puisqu'ils font tout. Ils font un peu de tout, ça tourne, c'est jamais les mêmes qui font la même chose. Chacun met la main à la pâte pour faire toutes les activités. Personne n'est spécialisé. Euh, donc du coup, la division du travail n'a pas une grande importance dans la solidarité mécanique. En revanche, dans la solidarité organique, la division du travail joue un rôle important puisque c'est elle qui garantit, grâce à la spécialisation des individus, qui garantit leur interdépendance. Et comme ils sont interdépendants, ils sont obligés d'être liés les uns aux autres. Qu'ils le veuillent ou non, ils sont obligés de bien s'entendre avec les autres gens, parce qu'ils ont besoin de ce qu'ils font. Ils ont besoin du fruit de leur activité. Ok. Ensuite, type de droit à l'origine de la solidarité. Donc ça, c'est très important. Alors je fais une remarque là-dessus, c'est écrit dans le texte, hein, mais bon, je préfère le dire quand même oralement. Durkheim, en tant que sociologue, son grand problème, si vous voulez, c'est de réussir à prouver que ce qu'il pense est vrai. D'accord? Contrairement à la philosophie qui élabore des raisonnements dans l'abstrait, où il n'y a pas de, on ne fait jamais d'expérience pour vérifier que la philosophie a raison. D'accord? C'est des raisonnements qui sont cohérents, mais dans l'abstrait. La sociologie essaye d'élaborer des raisonnements sur la société, mais en essayant de prouver objectivement que ce qu'elle dit est vrai. C'est ce qu'on appelle l'objectivation. Objectiver, ça veut dire trouver un instrument de mesure qui ne fait pas de débat, qui est objectif, qui permet de certifier que ce qu'on a dit, c'est pas des bêtises, que ce qu'on a dit, c'était vrai.
Durkheim, lui, il essaye de prouver le passage d'une solidarité mécanique à une solidarité organique par la transformation des règles du droit, par la transformation des textes de loi. Et il constate que dans les sociétés traditionnelles, les règles de loi sont majoritairement des règles répressives, c'est-à-dire qui visent à punir les transgressions. D'accord? Alors que dans les sociétés modernes, va se développer un droit qu'on appelle le droit restitutif. Ça veut dire que c'est des règles de droit qui visent à favoriser la bonne entente entre des gens qui nouent des contrats. Ça, c'est un petit peu difficile à saisir, mais comme dans les sociétés modernes, tout le monde est spécialisé et qu'on est toujours en interdépendance, bah, chacun noue des contrats avec les autres. Quand vous achetez votre pain, un boulanger, bon, il ne vous fait pas signer de papier, mais il y a un contrat quand même qui se crée. C'est que bah, voilà, vous lui donnez de l'argent et implicitement vous attendez de lui qu'il vous donne du pain, du bon pain. Et pas du pain trop cuit, et pas du mauvais pain, que vous ne retrouviez pas une souris dans votre baguette, enfin vous voyez, des trucs comme ça. Des trucs logiques, qui sont écrits nulle part, mais que tout le monde a en tête. On pourrait dire d'ailleurs, c'est des institutions marchandes en fait. Il y a un contrat sous-jacent, en dehors du fait qu'il faut payer, qui lie les relations. Mais parfois, il y a des erreurs. Parfois, vous faites venir un prestataire, il fait quelque chose pour vous, par exemple, je sais pas, moi, il construit votre maison, et vous vous rendez compte qu'en fait, les fondations, elles sont complètement pourries, que les murs, ils tiennent pas debout, que c'est cassé. Donc là, il y a un problème, le contrat, il n'est pas bien respecté. Donc là, c'est pas du droit pénal qui va arriver, c'est pas des droits répressifs, c'est du droit restitutif. C'est-à-dire que bah, le maçon en question, s'il a mal fait son travail, eh bien, la justice va l'obliger à refaire son travail correctement, de telle sorte que les contrats se déroulent normalement. Et ça, c'est ce qu'on appelle du droit restitutif. Donc si on voit qu'il y a de plus en plus de droits restitutifs, qu'il y a de plus en plus de règles de loi qui visent à faire en sorte que les contrats entre des gens différents se passent bien, c'est la preuve que bah, les gens ont de plus en plus besoin de nouer des contrats parce qu'ils sont interdépendants. C'est vraiment ça le truc subtil hein, dans Durkheim. Et Durkheim l'observe. C'est vrai qu'aujourd'hui, et dès son époque, hein, le code civil, le code du commerce, le code je ne sais quoi, c'est des pavés avec plein de textes de loi qui n'existaient pas avant. Parce que désormais, comme les gens sont interdépendants, parce qu'ils sont spécialisés, ils sont amenés à nouer des contrats régulièrement, beaucoup plus qu'avant. Et donc, bah, il faut faire en sorte que ces contrats se déroulent bien et faire en sorte que les gens s'entendent bien s'il y a un problème, s'il y a un litige entre deux parties. Donc c'est l'augmentation du volume, c'est-à-dire le nombre de pages de loi du droit restitutif, qui objectivement, objectivement vient valider la thèse de Durkheim. Et il le dit dans sa thèse. Il dit, voilà, vous voyez bien, il y a de plus en plus de droits restitutifs. C'est bien la preuve que les gens sont de plus en plus reliés les uns aux autres par des contrats et plus par la similitude. Ok. Bon, j'espère que ça... Bon, de toute façon, ça, je l'ai écrit hein, dans les astérisques des textes. Hein. Je l'ai redit oralement, parce que je pense que c'est bien que vous l'ayez entendu. Mais tout ce que j'ai dit là est écrit hein, dans les astérisques des différents documents. Donc on complète ici. Donc dans les sociétés traditionnelles, à solidarité mécanique, c'est le droit répressif qui prédomine. C'est le droit à l'origine de sanctions répressives pénales. Ces sanctions punissent les violations des normes et valeurs et assurent la réparation des offenses faites à la conscience collective. Donc là, il s'agit de punir les gens qui ne se sont pas bien comportés, pas de restaurer un contrat ou je ne sais quoi. Le droit restitutif, lui, concerne les solidarités de type organique, c'est-à-dire où il y a de l'interdépendance entre des gens qui ne font pas les mêmes activités. La sanction vient dédommager le participant à un contrat ayant subi un préjudice. Un préjudice, ça veut dire, je ne sais pas si vous savez, un préjudice, ça veut dire qu'il a perdu de l'argent ou il est lésé dans le contrat, il se fait avoir, il se fait arnaquer d'une certaine façon. Donc il faut réparer, il faut corriger le fait que la personne a subi un préjudice dans le cadre de cette relation contractuelle. Ce droit vise à assurer une bonne coopération entre des individus différents, pris dans une relation d'interdépendance, c'est-à-dire de complémentarité. Bon, alors, donc on a tous les éléments, on va dire, du puzzle, avec les questions 1 à 5. Maintenant, avec ceci, il s'agit de rédiger ce qui est le cours, qui est un sujet de C1 de bac, voilà, qui est en quoi la solidarité organique se distingue-t-elle de la solidarité mécanique. Donc ça, c'est un sujet de C1 qui est déjà tombé, dont bah, vous aurez probablement pas à traiter, mais bon, comme ça existait, j'ai rédigé une correction.
Mais si vous allez au rattrapage, vous pouvez très bien tomber sur un sujet qui parle de Durkheim. Donc tout ce qu'on fait là n'est pas... pour qui va au rattrapage, c'est pas du luxe hein, de voir ça. Donc voilà, je vous lis la correction qui reprend en fait les réponses aux questions, mais structurées sous une forme AEI et structurée en vue de répondre au sujet qui est ici. Donc je vous lis ça et après on s'arrête. Donc la solidarité organique se distingue de la solidarité mécanique car elle ne repose pas sur les mêmes mécanismes sociologiques. Donc ça c'est notre affirmation. Et il va y avoir deux arguments. Donc il va y avoir un d'une part et un d'autre part. C'est un AEI complexe, il y a deux idées. D'une part, la solidarité mécanique euh, repose sur la similitude. Sans trop. La solidarité mécanique repose sur la similitude entre les membres du groupe ou de la société. Ça, c'est notre première affirmation. On va dire que ça, c'était une affirmation au carré, hein, une grosse affirmation, c'est le sujet qu'on me demande de traiter. Et comme il y a deux arguments, il y a deux petits A. Donc ça, c'est la première petite affirmation, c'est que dans les sociétés à solidarité mécanique, c'est parce qu'on se ressemble qu'on est solidaire. Maintenant, il faut l'expliquer. En effet, c'est cette similitude qui est à l'origine de la cohésion sociale. Alors la définition de la cohésion sociale, c'est-à-dire d'une situation où les membres d'une société partagent les mêmes valeurs, les mêmes buts, acceptent de respecter les mêmes règles et se sentent comme appartenant à une même société. Donc ça, c'est définition. Pas oublier. Dans les sociétés traditionnelles, donc là j'explique comment fonctionne la solidarité par similitude dans les sociétés traditionnelles. Dans les sociétés traditionnelles, les individus sont peu différenciés, ça veut dire qu'ils ne sont pas différents les uns des autres, ils se ressemblent beaucoup, ils sont peu différenciés en raison de la présence très forte de la conscience collective, définition de la conscience collective, c'est-à-dire d'un système de normes et de valeurs propre à une société et qui structure avec plus ou moins de force les manières de penser, d'agir et de sentir de la population, de ses membres. Donc dans les sociétés traditionnelles, ils sont plus différenciés car il y a une forte conscience collective. Pourquoi? Parce que cette conscience collective résulte d'une pression sociale des individus les uns sur les autres. Comme tout le monde est d'accord sur les normes et les valeurs, le premier qui s'écarte est sanctionné par le reste du groupe. Et ça, c'est grâce à la conscience collective. Donc ça crée une pression sociale sur les individus qui les empêche de ne pas respecter les normes et les valeurs de la société. Cette pression peut d'ailleurs s'observer dans l'importance du droit répressif dans ce type de société, dont les sanctions qu'il prononce visent à punir les transgressions et à réparer les offenses faites à la société. Donc là, c'est une petite remarque au passage qui va bien, hein, c'est de dire que on est dans la sanction des transgressions, donc c'est du droit répressif qui domine dans ce type de société. Et là, on arrive vraiment au cœur de la réflexion. Finalement, les individus partageant les mêmes normes sociales, valeurs et croyances ou représentations ont autant de points communs, ce qui facilite leur bonne entente et leur coopération. Ils sont donc très solidaires parce qu'ils se ressemblent. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On se surveille les uns les autres, de telle sorte que tout le monde respecte bien les normes et les valeurs de la société. Euh, donc on a des points communs, donc on est solidaire parce qu'on se ressemble. Petite remarque au passage, vous vous demandez peut-être comment se fait-il que la conscience collective soit à la fois le résultat et la cause comment dire, du fait que les gens se ressemblent. En fait, chez Durkheim, il y a l'idée que les gens se font imposer les règles sociales parce qu'elles existent avant eux. Et quand ils meurent, bah, leurs enfants eux-mêmes ont été façonnés par la société, et c'est eux qui, après, en grandissant, feront respecter les règles de la société aux enfants qui suivront. Donc en fait, ce qui fait que les gens sont imposés à respecter les règles du jeu, c'est qu'il y a toujours des gens avant eux, plus vieux, qui les connaissent et qui veulent les faire respecter à leur tour. Donc, la conscience collective, c'est ce qui préexiste à l'individu et qui va s'imposer à lui de telle sorte qu'il se comporte d'une certaine façon. C'est ça ça marcherait pas si en gros tout se passait d'un coup, mais là ça marche parce qu'il y a des gens qui existent avant, qui sont déjà prêts à faire respecter les règles. Bon, je ferme la parenthèse. Alors un exemple. Euh, Par exemple, une tribu ou un village rural du Moyen Âge se caractérise par une solidarité mécanique. Okay, les membres de ces collectivités humaines se ressemblent et doivent respecter les mêmes normes sociales, les valeurs ainsi que les croyances en vigueur.
sous peine de sanction, voire d'exclusion du groupe. Ainsi, cette pression conduit néanmoins à de fortes similitudes entre les individus. Comme ces derniers se ressemblent, alors ils coopèrent et se soutiennent, plus facilement, ils sont solidaires. Donc bon, cet exemple, il est un petit peu tiré par les cheveux, hein. Là, c'est un exemple un peu factice, pour respecter la méthode AEI, parce que bon, on n'a pas d'exemple précis où il faudrait être très très cultivé, hein, c'est pas ce qu'on vous demande, hein, d'une société précise, dans tel pays, bon, je crois pas que ça, voilà, je crois pas que ce soit ce qu'on vous demande dans un tel sujet, mais du coup, comme il faut quand même un exemple, il faut vous forcer à inventer un petit exemple qui vient valider votre phase d'explication. Donc maintenant, on passe au deuxième argument. Donc, qu'est-ce qui différencie les sociétés, les solidarités mécaniques et organiques? Bah, l'autre différence, c'est que dans la solidarité organique, cette solidarité repose non pas sur les points communs, comme dans la solidarité mécanique, mais elle repose sur les différences entre les individus. C'est parce qu'on est différent qu'on est solidaire dans, dans la solidarité organique. En effet, dans les sociétés modernes, les individus sont fortement différenciés en raison de la présence d'une importante division du travail social. Donc là, c'est complètement le contraire des sociétés traditionnelles. Les gens sont très très différents. On verra pourquoi hein, dans la suite du cours, mais une des raisons qui expliquent qu'ils sont différents, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes métiers, ils n'ont pas les mêmes activités. Et ça a un impact sur ce qu'ils pensent, sur leurs opinions, leurs valeurs, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ils sont différenciés parce qu'il y a une division du travail social. La conscience collective est quant à elle très affaiblie. Plus les gens sont autonomes et différents les uns des autres, moins la conscience collective a d'importance dans cette société. Les individus sont plus libres de choisir les normes et les valeurs et les croyances qu'ils vont respecter. En particulier, ils vont pouvoir choisir un métier et se spécialiser dans cette activité productive. Finalement, les individus sont solidaires car ils ont besoin les uns des autres. Ils sont dans une relation d'interdépendance, comme les organes du corps humain, et sont donc obligés d'entrer en coopération. On peut d'ailleurs repérer dans cette solidarité, on peut d'ailleurs repérer cette solidarité organique par le développement du droit restitutif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'un droit qui prononce des sanctions venant dédommager le participant à un contrat ayant subi un préjudice dans le cadre de cette relation contractuelle. Donc là, il s'agit de restaurer la relation contractuelle comme elle aurait dû se passer normalement entre des gens qui sont différents, qui viennent se compléter. Ce droit vise à assurer une bonne coopération entre des individus différents pris dans une relation d'interdépendance, c'est-à-dire donc de complémentarité, et pas simplement à punir durement des infractions aux règles du groupe. Un exemple, bah là c'est le même exemple que j'ai donné tout à l'heure, hein. Le boulanger a besoin de l'agriculteur, qui a besoin du médecin, qui a besoin du maçon, qui a besoin du boulanger, etc. Et si jamais il y a un litige entre deux co-contractants, c'est-à-dire les deux personnes, les deux parties au contrat, un client insatisfait du maçon ou un client insatisfait d'une baguette de pain qui, imaginez, vous mangez un gâteau, vous tombez malade, bon bah clairement il y a un problème. Donc il faut restaurer le problème, il faut vous faire rembourser, ou, voilà. Donc ça c'est pas du droit répressif, c'est du droit restitutif, c'est restaurer, c'est réparer les choses de telle sorte à ce que la personne qui a subi un préjudice se soit dédommagée. Donc il y aura des sanctions pour réparer le préjudice subi par la victime, mais sans que cela implique toute la société. Donc vous voyez là, si on rattrape Patrick Henry, là il s'agit, c'est pas toute la société qui va s'émouvoir du fait que bah, le maçon il a mal construit la maison de son client, tout le monde s'en fiche. Ça concerne que les deux personnes en question. Alors que les sanctions répressives, c'est on transgresse une règle qui est fondamentale pour toute la société et ça concerne tout le monde. Là, ça concerne que les deux parties au contrat. Donc c'est pas du tout les mêmes règles juridiques. Voilà. Bon, vous avez ensuite un petit exercice. Bon, ça c'est pas difficile, c'est pour vous entraîner. C'est pour dire remettre les différents couples d'opposition au bon endroit. Voilà, solidarité mécanique, bah, c'est faible division du travail, alors que la forte division du travail, c'est solidarité organique, et ainsi de suite. Donc ça, vous le ferez pour vous entraîner, c'est pas difficile. Voilà, vous lirez la petite remarque, ça c'est intéressant aussi. Bon voilà, je m'arrête pour aujourd'hui. Je reprendrai ça demain. Voilà, bon courage à vous. Au revoir.